On a souvent des questions qui reviennent constamment. Donc la première question c'est, j'ai entendu que le prix de l'immobilier baisse, monte. Est-ce que c'est un obstacle dans l'investissement? C'est un obstacle si on considère que effectivement c'est un problème. Parce que s'il se passe la chose suivante, ceux qui n'ont pas encore décidé d'investir, ils disent là actuellement les prix baissent, donc je vais attendre parce que du coup ce que j'achète 100 000 aujourd'hui, dans 6 mois je vais l'acheter 90 000. L'investissement que j'achète pas à 100 000, je me dis j'attends qu'il baisse. Et à un moment il sera vendu avant qu'il atteigne 90 000. Quand on entend les prix baissent, c'est une tendance générale. Mais il y a des quartiers ou des villes où les prix ne baissent pas. À Lyon, par exemple, à Paris, les prix ne baissent pas, ou alors vraiment à la marge. Il y a des grandes villes ou dans des quartiers très recherchés où les prix ne baissent pas. Donc ça reste des généralités. Du temps du Covid, justement, on avait beaucoup de personnes qui disaient je vais attendre que ça descende, que les prêts, que le crédit et le taux d'intérêt descendent encore. Et 3 ans plus tard, au final, on est à 4%. Et pour eux, c'est toujours pas le bon moment d'investir. À 1%, c'était pas le bon moment, et à 4%, ça a toujours pas été le bon moment. Mais ça reflète souvent des peurs parce que les acheteurs sont indécis, ils ont des peurs et donc ils cherchent des prétextes en disant « je peux pas investir ». Mais oui, mais pendant ce temps, il y en a plein qui investissent quand même. Tous les jours, et dans chaque situation, que le marché monte ou que le marché baisse, il y a des investisseurs qui achètent. Et le même bien, celui que je ne veux pas acheter, mais quelqu'un d'autre va l'acheter. Donc c'est que si ce n'est pas une affaire pour moi, ça sera forcément une affaire pour quelqu'un. Que le marché monte ou que le marché baisse, si on a décidé d'investir, le jour où on veut acheter, on achète, aux conditions du moment, parce qu'on ne peut pas prévoir l'avenir comme tu le disais. Ce qui vaut 100 000 aujourd'hui, peut-être que demain ça vaudra 150 000, peut-être que ça vaudra 4 000, on ne peut pas le savoir. Mais si on attend, on n'achètera jamais et donc c'est sûr qu'à l'arrivée on n'aura rien. Peu importe au final, au prix auquel vous l'aurez acheté, car il faut prendre en considération que c'est, encore une fois, le locataire qui paye votre crédit. Donc n'attendez pas de faire l'affaire du siècle, puisque l'affaire du siècle n'arrivera pas. Le moment propice, en réalité, il n'existe pas, puisqu'on n'est pas prédicateur du marché. On se dit, bon, c'est pas le moment d'acheter parce que les taux d'intérêt augmentent, j'attends que les taux d'intérêt baissent, l'exemple que tu as choisi. On ne sait pas s'il va baisser. Ou alors, peut-être qu'il va baisser dans 5 ans, il va retomber à 1%. Mais dans 5 ans, les prix auront augmenté et j'aurai perdu 5 ans de remboursement de crédit. Si le prix d'achat de l'immobilier monte ou baisse, le prix des loyers, lui, ne baisse pas. Je vais passer à la deuxième question qui est, j'ai entendu que certains locataires ne payent pas leur loyer. Et ça, c'est typique des personnes qui n'ont pas encore investi, qui ont demandé conseil à la maman ou au boulanger. Tiens, j'aimerais bien investir dans l'immobilier, qu'est-ce que tu en penses? Ah non, n'achète pas dans l'immobilier parce que je connais quelqu'un qui avait un locataire qui n'a pas payé son loyer, en plus il a dégradé l'appartement. Il y a des moyens de se garantir des impayés, il y a des moyens de se garantir de la casse, il y a des assurances pour ça, il y a aussi le choix du locataire. Parce que malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est qu'on va faire du social et c'est tout à fait honorable de faire du social. On a envie de rendre service à quelqu'un qui n'a pas vraiment les moyens et donc du coup on ne prend pas d'assurance parce qu'il n'est pas éligible aux critères des assurances. Oui, c'est ma voisine, elle a 2 enfants, elle vient de divorcer, elle n'a pas beaucoup de moyens, mais elle est honnête, elle est fiable, elle me promet qu'elle va payer, donc je la prends chez moi et je fais une bonne action. On peut faire les choses tout à fait correctement, mais le loyer est dû. Quand on va à l'hôtel, on paye sa chambre. Quand on est logé, on a besoin de payer sa chambre. Donc le locataire qui dit « vous comprenez, c'est difficile, on est sympa, écoute, tu payeras ton loyer dans 15 jours, tu payeras ton loyer dans 1 mois. » Et dès lors qu'il y a plus d'1 mois de loyer de retard, effectivement, souvent c'est difficile de rattraper le retard. Donc le loyer est dû. Et pour ça, la garantie loyer impayé, donc qui sont des assurances qui disent les critères d'éligibilité, c'est que le locataire doit gagner 3 fois le montant du loyer plus charges. Donc si le loyer est de 500 €, les charges de 100 €, ça fait 600 € par mois. Vous devez trouver un locataire ou un couple de locataires qui gagne au moins 1 800 € par mois. Le jour où il ne paye pas, l'assurance, elle, prend le relais et elle est capable, elle, de récupérer l'argent ou d'expulser les locataires. En 25 ans, en plus de 25 ans, j'ai pas eu de problème d'impayé. Il y en a eu temporairement. Il y a eu par moments des locataires qui avaient des difficultés et je peux l'entendre à partir du moment où on met en place un plan d'appurement du retard, à partir du moment où on a une garantie Visal qui prend le relais ou une garantie loyer impayé qui prend le relais et on continue d'encaisser les loyers. Il est important pour le propriétaire d'offrir un logement décent et en contrepartie, il est important pour le locataire de payer. L'investissement, c'est un business, on fait les choses proprement, on offre des logements
en très bon état, en parfait état, voire neufs parce qu'on les a rénovés à des locataires. Et là, il n'est pas question d'avoir des loyers impayés. On passe du coup à la question suivante. Je vais devoir payer beaucoup d'impôts. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors oui et non. C'est toujours pareil. J'aime bien donner l'astuce quand j'assure des formations dans le domaine de l'immobilier. Moi, je vais vous donner le truc imparable pour gagner 5 000 € par mois net d'impôts. Là, on dit « 5 000 € par mois net d'impôts, mais ça m'intéresse !» Eh ben ouais, tu gagnes 10 000, tu payes 50% d'impôts, il te reste 5 000 net. Ah bah oui, mais c'est pas ça. Mais c'est vrai, les gens qui payent des impôts regardent ce qu'ils donnent à l'État, ils regardent pas ce qui leur reste. Alors bien sûr, plus on va encaisser de loyer, si on encaisse 1 000 € de loyer par mois ou 10 000, eh ben à un moment on va payer des impôts. Je préfère gagner 10 000 € par mois et payer des impôts, il me restera toujours plus que si je gagne 0. Mais ça, c'est une évidence, mais tout le monde ne l'a pas forcément compris. Par contre, l'investissement locatif, quand on fait de la location nue, il existe le mécanisme du déficit foncier. Et le fait d'investir et de faire des travaux permet justement de ne pas payer d'impôts, parce que quand je fais des travaux, les travaux viennent en déduction des loyers impayés. C'est le mécanisme du déficit foncier. Et donc, je paye 0 €. J'encaisse 1 000 € de loyer par mois. J'ai des travaux 1 000 €, 12 000 € dans l'année. Ça fait 1 000 € par mois. Et ben, les travaux viennent en déduction des loyers que j'encaisse et donc je paye 0 € d'impôt. Tout ce qui dépasse le montant des loyers encaissés vient en imputation directement de mes revenus du travail, à hauteur de 10 700 € par an, 10 700 € par mois, c'est plafonné. Le reste est reportable, c'est le déficit foncier. Je n'ai aucun talent pour faire les travaux, je n'y connais rien. Comment faire ? Alors, c'est mon cas. Et c'est vrai que la question me fait sourire parce que moi-même, je n'ai aucun talent pour faire des travaux et ça n'a jamais été un souci. Le premier appartement que j'ai acheté, je me suis dit, on va faire des économies, on va faire la tapisserie nous-mêmes. Parce que ça paraît simple, j'ai vu mon père poser la tapisserie pendant... 2-3 vidéos sur YouTube. Mais à l'époque, il n'y avait pas, en 1997, il n'y avait pas de vidéos sur YouTube. J'avais vu faire mon père et ça avait l'air facile. Et ben en fait non, même poser la tapisserie, ça nécessite de la technicité. Faire la peinture, à la limite ça passe, mais on voit quand c'est la peinture faite soi-même ou quand c'est un peintre. En ne faisant pas les travaux, je paye une entreprise pour faire les travaux. Ça me permet de déduire les factures de l'entreprise des loyers que j'encaisse, donc de ne pas payer d'impôt sur les loyers que j'encaisse. Je ne paye pas d'impôt sur les loyers que j'encaisse parce que je fais faire les travaux. Si je fais les travaux moi-même, je vais économiser de la main-d'œuvre, parce que je vais le faire moi-même, mais ça sera moins bien fait. Et en plus, je vais payer des impôts plus rapidement. Donc, je n'ai pas de talent pour faire les travaux. Et ben, youpi, c'est une bonne nouvelle. Ça permet de déléguer la partie travaux et du coup, de libérer du temps en face pour chercher d'autres investissements. Petite anecdote que j'ai à raconter. J'ai donc acheté un immeuble en copropriété. Donc, dans cet immeuble-là, je disposais de toute la partie de gauche et puis on avait un copropriétaire qui disposait de toute la partie de droite. Ce copropriétaire-là, lui, il avait, sur ces 3 appartements, il a pris la décision d'effectuer les travaux lui-même, étant donné qu'il est dans le bâtiment et plus précisément, il est électricien. Puis alors, il se moquait un petit peu de moi en me disant « Ouais, toi, t'es artisan, tu pourrais le faire toi-même, tu pourrais gagner de l'argent, etc. etc. » Ça avait démarré en 2020. Aujourd'hui, on est donc en 2023. Ça fait 3 ans que je rentre des loyers et le monsieur, donc mon copropriétaire, n'a toujours pas fini ses travaux. C'est pour ça qu'il existe des métiers. S'il existe des peintres, c'est parce que c'est un métier. S'il existe des carreleurs, c'est parce que c'est un métier. S'il existe des plaquistes, c'est parce que c'est un métier. On n'est pas censé tout savoir faire. Je passe à la question suivante. Donc, les banques sont de plus en plus exigeantes pour accorder un crédit. C'est vrai, à l'heure actuelle, donc en 2023, depuis 2022, avec les règles renforcées d'octroi du crédit édictées par le HCSF, les banques demandent plus d'apports. Ça leur permet d'avoir la garantie que le bien sera payé par les acquéreurs. Alors, c'est pas parce que c'est plus difficile d'accéder au crédit que ça empêche d'investir. Mais à partir du moment où on a un petit apport, qu'on peut également reconstituer dès lors qu'on demande un différé de remboursement du crédit. On fait des travaux pendant 1 an ou 2 ans.
On demande un différé de 2 ans, les travaux durent 6 mois ou 1 an, on commence à louer et on encaisse des loyers qui permettent de reconstituer un apport. Et cet apport va servir à un nouvel investissement. Quand je suis allé voir le banquier la première fois en 1997, bien sûr ça fait dinosaure, pour dire j'ai un crédit pour ma voiture, j'ai un crédit revolving, je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale, je voudrais un crédit pour investir et trouver des locataires. Eh ben, j'ai eu le crédit parce que j'ai juste osé aller demander. C'était quoi le pourcentage du taux d'intérêt que tu avais justement à cette époque-là? On était aux environs des 6%. 6%, d'accord. Que j'ai refinancé par la suite, mais on était aux environs de 6% du taux d'intérêt. Et ça n'empêchait pas d'investir. Il y a 30 ans, on empruntait à plus de 10% et on achetait quand même. Donc ça n'empêchait pas. Mais évidemment, là, on a été habitué à voir les taux d'intérêt baisser. Les investisseurs non aguerris qui disaient j'attends que ça baisse encore un peu plus parce qu'au lieu d'acheter à 1,2%, je vais acheter à 1%. Ça changeait à un moment, on a une affaire, on achète. La dernière question, les frais de notaire viennent-ils s'ajouter à la vente? On va dire oui, les frais de notaire viennent s'ajouter au prix de vente. C'est-à-dire qu'ils sont de l'ordre de 7,5% pour faire un calcul approximatif simple. On achète un appartement à 100 000 euros, on ajoute 7,5%, soit 7 500 euros de frais de notaire. Ça fait qu'on doit payer 107 500 euros. Donc la banque, à l'heure actuelle, va dire on vous demande les 7 500 euros de frais de notaire en apport. Donc si on ne les a pas, la banque va avoir des difficultés à financer, voire ne financera pas. Et pour quelle raison? C'est quoi leur raison à la banque justement de ne pas vouloir financer si tu n'as pas l'apport? Parce que les banques, tout simplement, ne veulent financer que le prix du bien, parce qu'elles se disent si demain on doit le revendre d'urgence, les frais de notaire, c'est pas le prix du bien, c'est en plus. Donc la banque dit vous achetez un bien à 100 000 euros, donc il vaut 100 000 euros. Donc les banques veulent se garantir que si demain si demain l'investisseur ne peut pas rembourser son crédit, elle va pouvoir engager la vente forcée de son investissement, de sa maison ou de son appartement et récupérer le prix de l'acquisition et donc solder le crédit. Donc les banques veulent se prémunir de cette situation parce que c'est elles qui perdent de l'argent quand le client ne peut pas rembourser son crédit.